Le Togo, à présent, va parler de l'élection des maires. L'Union pour la République s'installe. Plusieurs communes, en tout cas, connaissent déjà les maires et les adjoints qui vont diriger ces communes pendant les 6 prochaines années. Il en reste encore quelques communes. Mais ce qu'il faut noter, c'est que le parti au pouvoir, l'Union pour la République, eh bien, contrôle la plupart des mairies. L'opposition s'en sort surtout dans le Golfe, où elle réussit à contrôler quelques mairies. Mais Jean-Paul, quand on fait le décompte, UNIR contrôle désormais l'exécutif, le législatif, le communal. Il y a quelque chose. Hein? Non, puisque c'est à l'issue de l'expression du suffrage universel. On peut être désolé du fait que, effectivement, l'ensemble des pouvoirs se retrouve entre les mains d'un seul parti. Mais si c'est la volonté populaire, c'est pour ça qu'on organise des élections. C'est pour ça qu'on donne la parole aux citoyens pour qu'ils se prononcent, pour qu'ils décident à qui confier leur destinée. S'ils décident, en tout cas pendant un temps, de les confier au même parti, que ce soit l'exécutif, le législatif au plan national et puis après au plan local, on ne peut que se soumettre à la volonté populaire. Ce n'est pas unique, ce cas de figure n'est pas spécifique au Togo. Il fut un moment, y compris dans des pays comme la France, où le parti au pouvoir, en tout cas le parti de gouvernement, contrôlait aussi le Parlement et contrôlait l'ensemble des régions et l'essentiel des collectivités. Après, c'est à eux de répondre aux préoccupations quotidiennes de leurs compatriotes et éventuellement de se représenter pour solliciter de nouveau leur suffrage. On avait dit que les élections locales allaient changer un peu la configuration politique togolaise telle qu'on l'a connue depuis des années. On s'attendait en tout cas à des résultats beaucoup plus équilibrés en nous disant que comme c'est des élections locales, la personnalité des candidats va beaucoup jouer, leur implantation locale va beaucoup jouer, mais on s'est rendu compte qu'en réalité, le parti au pouvoir était tellement puissant, tellement bien implanté, qu'il a fini par écraser tout le monde, puisqu'il a pris plus de la moitié des sièges qui étaient en jeu. Donc, ayant pris plus de la moitié des sièges qui étaient en jeu, il n'est pas surprenant qu'il prenne la majorité des municipalités. Mais ce qui est encourageant, en tout cas pour la vitalité de notre démocratie, c'est qu'il y a quand même quelques municipalités qui lui échappent et qui reviennent à l'opposition, notamment par exemple à l'NC, à la C14. Aujourd'hui, à l'échelle locale, ils ont l'occasion de démontrer en quoi ils sont capables de faire différemment, autrement et mieux que ceux qui dirigent le pays depuis des années. Ils ont cette occasion. C'est à eux de la saisir et de montrer à leur administrés qu'ils ont les moyens de faire les choses autrement et davantage à leur profit. Et s'ils ratent cette occasion, ça va être très compliqué pour eux de prétendre demain prendre l'exécutif au niveau national. Alors, Firmes, donc ce qu'il faut retenir quand on voit que UNIR s'est durablement installé, c'est comme le dit Jean-Paul, Vox Populi, Vox Dei. Ce que le peuple veut, Dieu veut. Non, je pense qu'on a déjà dit ici, le peuple togolais exprime toujours un certain paradoxe. Où on a vu des gens manifester, des milliers de Togolais manifester pour dire non au régime. Et aujourd'hui, on leur a donné l'occasion de s'exprimer, de dire véritablement non au régime. Ils ont prouvé le contraire, ils ont dit non, messieurs, restez à votre place. Même dans les localités, c'est ce qui est fort étonnant. Dans les localités où on peut dire que les Togolais souffrent, peut-être ils manquent d'eau potable, ils n'arrivent pas à se soigner convenablement.
convenablement, à s'assurer 2 ou 3 repas par jour. Ces mêmes populations qui souffrent là, qui ont dit 2 ans plus tôt que ça n'allait pas au pays, on dit au régime, nous te disons oui, tu peux facilement compter sur nous. Et là, ceux-là qui les avaient fait sortir en 2017, et à peine ils ont quelques miettes de communes, c'est ce qui est fort étonnant et fort surprenant. C'est la démocratie, on n'y peut rien, c'est l'opposition qui veut démocratie. On dit alors que la démocratie soit en marche, et le peuple les a désavoués. Vous imaginez dans un pays où on a 1527 conseillers municipaux, UNI s'en sort avec 920 conseillers municipaux en près de 100 communes en réalité. Donc c'est le peuple togolais qui s'est exprimé, c'est la démocratie qui a gagné. Mais ce dont on peut se réjouir sur le plan institutionnel, sur le plan démocratique, il y a un certain pluralisme. Au-delà, à unir d'un côté les opposants farouches aussi qui occupent aujourd'hui certaines communes. Quand vous voyez l'ANC, c'est l'opposition farouche face au régime en place. L'ANC qui a déjà plus d'une commune. Il y a les chefs de file de l'opposition qui revient à occuper la tête du Golfe 4. Du Golfe 4. Et donc, c'est pas rien. Et l'autre chose, c'est l'UFC, jusqu'à présent, qui n'arrive toujours pas à se prendre quelques communes. Peut-être on va voir ce que les autres jours vont donner. Mais c'est la vitalité de la démocratie. Il y a des opposants aussi qui contrôlent certaines communes déjà. C'est bien. Peut-être il y a des investisseurs ou la communauté internationale qui va, avant de nous envoyer certains sous, va exiger qu'il y ait de l'expression fondamentale d'un certain pluralisme. Et voilà, nous l'avons. Donc on peut avoir certains fonds facilement. Mais le risque, Jean-Paul, c'est que beaucoup de communes, comme on le dit, sont contrôlées par le pouvoir. On risque pas d'avoir une gestion différente de ce qu'on a toujours connu. Non, pourquoi? On était sous le règne des délégations spéciales. C'était pas des élus. C'est des gens qui rendaient compte directement au pouvoir central à Lomé, et comme ils n'étaient pas installés par le suffrage universel, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, c'est quand même des gens qui sont élus, qui ont des comptes à rendre dans 6 ans. Et puis, au sein de leur municipalité, il y a une opposition. Ceux qui sont élus à la tête de la municipalité ont dans le conseil une opposition. Donc, l'opposition, en tout cas, je l'espère, va faire son travail. Donc, je crois que le schéma, le contexte, tout ça, c'est différent de ce qu'on a connu depuis 87 jusqu'à ce jour. Donc, et puis, encore une fois, il y a une dimension locale aussi. Chacun a envie quand même de développer un peu son milieu, ne serait-ce que par, j'allais dire, par fierté, par patriotisme. Donc, si vous êtes élu, si vos frères et sœurs de votre communauté vous ont fait confiance, vous n'allez pas pendant 6 ans vous croiser les bras et attendre le prochain mandat. Non, je sais que ça va être difficile parce que c'est la première expérience. Beaucoup vont tâtonner sur le plan réglementaire, sur le plan législatif, dans la pratique de tous les jours. Mais je crois que c'est une bonne chose qu'enfin, après plus de 30 ans, on ait choisi de faire ces élections-là. Donc, c'est un peu les cobayes. Aujourd'hui, peut-être dans 6 ans, les choses vont s'améliorer et c'est un pas positif pour notre démocratie et pour notre décentralisation. Alors, comme je le disais, c'est cette façon pour unir de contrôler beaucoup de communes sur toute l'étendue du territoire national. Est-ce que ça va forcément amener une autre forme de gestion des affaires au niveau local? Oui, bien évidemment. Regardez, avant, c'était la déconcentration. Oui, justement, c'est le sens de ma question. Est-ce que ce n'est pas le même mode qui continue, mais sous une forme de... Ils sont élus, eux. Oui, ils sont élus. En réalité, par exemple, c'est avant de s'acheter un stylo, peut-être à Kara, ou le préfet ou le président de la délégation de la ville de Kara, il faut qu'il ait l'accord du pouvoir central. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Quand on dit que UNI contrôle presque un certain nombre de communes, dans les conseils municipaux, il y a des représentants de l'opposition aussi. Mais qui sont pour la plupart minoritaires dans les conseils. Oui, bien sûr. Parce que dans beaucoup de communes, UNI n'a même pas eu besoin de recours à des alliances pour passer. Oui, bien évidemment. Mais aujourd'hui, ils ont des comptes. Ils n'ont plus de comptes à rendre au pouvoir central. Ils ont
plutôt des comptes à rendre à ceux-là qui les ont élus. Ils vont être obligés de travailler, de faire mieux que ce qui se faisait avant. Parce que après 6 ans, s'ils ne font pas bien, s'ils n'arrivent pas à se taper un bon bilan, ils ne vont pas être réélus. Et n'oubliez pas aussi, quand on parle de communes, de municipalités, vous, maire, vous pouvez aller chercher vos ressources ailleurs. Vous pouvez signer des partenariats avec l'extérieur et développer un certain nombre de projets, même sans l'accord du pouvoir central. Donc, en respectant bien sûr les règles qui régissent le pays. Donc, on ne va pas nécessairement attendre l'argent de l'État ou du pouvoir central, ou des projets ne vont pas dormir parce que c'est le président de la République qui doit donner le OK du moment où vous êtes élu maire. Donc, vous avez la possibilité de tisser des partenariats avec l'extérieur, et aussi vous pouvez créer même des tasses exceptionnelles pouvant vous permettre de réaliser un certain nombre de projets. Et je me dis même, vous savez, j'ai l'habitude de dire une chose, si UNI ou le parti au pouvoir a accepté qu'on aille aux élections, que les Togolais aillent aux élections locales, c'est parce que le pouvoir, à un moment donné, s'est rendu compte qu'il a échoué. Après 50 ans de gouvernance, ou plus, c'est parce que le pouvoir dit non, je n'arrive plus à tout gérer. Et 50 ans après, c'est difficile. Donc, il faut confier assez de responsabilités à tous les Togolais désireux de les accomplir. Donc, aujourd'hui, on a émietté un peu les responsabilités. Chacun a une petite partie de la responsabilité. Et ceux-là qui sont aujourd'hui élus maires de UNI, mais s'ils restent statiques, il y a 2020 qui approche, il y a d'autres échéances électorales qui approchent. Donc, il va falloir, et leur revient systématiquement, obligatoirement, de travailler bien. Et là, leurs bilans vont nécessairement impacter sur les élections à venir. N'oubliez pas que 2020, il y a des gens qui positionnent déjà Fonia Singbe candidat. Donc, s'ils ne font pas bien, peut-être les gens ne vont pas voter pour celui-là qui est au pouvoir en 2020 ou qui va encore se positionner. Mais là où la question se pose, Jean-Paul, est-ce que c'est des gens qui vont se dire, bien sûr, nous sommes élus sous la bannière de UNI, mais c'est les populations qui nous ont élus et nous avons l'obligation de les satisfaire, ou bien simplement se dire, nous sommes élus parce que nous sommes des UNI et quel que soit notre bilan, demain, si nous sommes repositionnés sous la bannière des UNI, nous serons réélus. Non, et la preuve, c'est qu'il y a dans certaines zones des gens qui se sont présentés sous la bannière de UNI qui n'ont pas gagné. Donc ça veut bien dire que le fait d'avoir l'étendard d'UNIR ne garantit pas la victoire. Sinon, UNIR aurait eu les 1577 sièges qui étaient en jeu. Non, il faut véritablement bosser au bénéfice de la communauté pour espérer être réélu. Peut-être dans certaines zones, UNIR a écrasé ses adversaires, mais il y a beaucoup d'autres zones où c'était serré, surtout dans Golfe et puis dans d'autres zones au sud du pays. Donc, les élus ont tout intérêt à travailler au bénéfice de leur communauté. Ils n'ont plus besoin de demander au pouvoir central, à l'exécutif, l'autorisation ou le quitus pour réaliser. Ils sont élus, ils doivent simplement travailler, puisque s'ils réussissent, ça va dans l'intérêt, ça va au crédit aussi du parti et donc du président du parti, qui est probable candidat, si on en croit ce qui a été dit dans la presse. Donc, ils ont tout intérêt à réussir, parce que s'ils réussissent, ça va dans l'intérêt de tout le monde. L'opposition contrôle quelques communes, on l'a dit. C'est vrai qu'il y a... Pas encore une dizaine quand même. Il y en a qu'on ne connaît pas encore, par exemple, dans le Vaud, dans les lacs, dans le Zio. Le conseil ne s'est pas encore réuni, mais dans le Golfe, l'opposition a réussi quand même à tirer son épingle du jeu. Oui, dans le Golfe, parce que c'est son fief. Et difficilement, c'est après des alliances. Regardez, on a dû reporter la réunion du Golfe 4 avant d'avoir l'élection du nouveau maire. Pour une broutille, c'était juste une affaire d'encre, d'empreinte ou de coche. Donc ouais, on a dû reporter. C'est toujours, oui, c'est l'habitude de l'ANC. Vous savez, l'ANC anime bien la vie politique, quoi. En même temps, UNIR aussi pouvait accepter le BIC et puis ça passerait. Donc l'ANC
l'ANC, l'UNIR, ce sont des amis, quoi. Et elles se comprennent très bien. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est l'UFC qui n'arrive pas à bien faire le jeu. Donc, l'ANC est venue, elle a fait un peu de bruit, et puis elle a eu gain de cause, vous imaginez. Donc, c'est intéressant. C'est son fief, l'opposition, c'est son fief. Si le GOF 4 n'avait pas réussi à avoir ou à décrocher un ou deux maires, ou le GOF dans son ensemble, le Sud n'avait pas décroché quelques mairies, je pense que ça allait être très difficile et ça allait être une honte nationale parce qu'avec tout ce que nous avons vu dans ce pays où on a su mobiliser des milliers au Sud pour dire non au régime, il fallait quand même qu'on ait ce résultat. Mais au-delà de tout, c'est un échec pour l'opposition. C'est un échec, c'est un grand échec pour l'opposition. C'est parce que il fallait pas avoir ou faire tout ça là avant d'arriver à avoir des maires. UNIS, automatiquement, lors de la proclamation des résultats, UNIS a eu des mairies. Mais ça n'a pas été le cas pour l'opposition. Ça veut dire que l'opposition a échoué. C'est que le discours que l'opposition radicale a toujours servi, ou l'opposition traditionnelle que nous connaissons depuis 1990 a toujours servi, ce discours-là ne correspond plus, n'arrive plus à s'adapter aux réalités actuelles. Donc, il va falloir deux choses. La première chose, il faut, comme on l'a toujours dit, l'émergence d'une nouvelle classe. Et la deuxième chose, il faut changer de contenu à ces discours-là. Mais Jean-Paul, moi j'ai une inquiétude sur un point. Est-ce que les gens qu'on installe aujourd'hui à la tête des communes, on dit UNI prend la tête de telle commune, la ANC prend ici, la C14 prend là, est-ce que c'est des idéologies qu'on installe ou simplement des noms de partis? Non, moi je ne sais pas s'il y a véritablement des idéologies. Je l'ai déjà dit ici, je crois que c'est ici, qu'en réalité, nos partis politiques ne se constituent pas sur la base d'idéologie. C'est simplement pour savoir si on est pour ou contre le pouvoir. J'ai donné l'exemple de l'ANC. Ce n'est pas une obsession, mais je vais prendre l'ANC, qui est constituée pour l'essentiel des transfuges de l'UFC. Vous savez bien que l'UFC, à l'époque, ou jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, est un parti qui se revendique comme un parti libéral. Il faisait partie, justement, d'ailleurs, de l'international des libéraux à travers le monde. Et quand ces transfuges quittent l'UFC et viennent créer l'ANC, ils se positionnent à gauche et ils adhèrent à l'international socialiste. Donc, comment on bascule de libéral Non, ils se sont positionnés là, peut-être pensant que, je crois qu'à l'époque, ils ont pensé que c'est un positionnement qui leur permettrait plus rapidement, avec les réseaux socialistes, de parvenir au pouvoir. Donc, c'est pas l'idéologie, puisque regardez même le débat public, pour le peu qu'il y en a, parce qu'il y en a très peu. Et combien de fois, vous-même ici, sur cette chaîne, vous avez invité des hommes politiques de tous bords à débattre d'un sujet économique. Il n'y a pratiquement pas ce genre de débat. C'est limitation de mandat, élection à 2 tours, c'est de la politique politicienne, des fois à deux sous. Donc il n'y a pas fondamentalement un réel débat d'idées. Nous, je ne sais pas, je peux vous confier, on essaie d'avoir un peu le projet des différentes formations politiques sur la question de l'éducation. Le lundi prochain, des centaines de milliers de nos frères et sœurs vont reprendre le chemin de l'école. On essaie d'avoir un peu le projet de tout un chacun sur la question je peux vous dire que c'est très difficile de l'avoir, parce que la plupart n'en ont pas. Mais si vous leur demandez qu'est-ce que vous pensez de l'élection de 2020, etc., tous pourront vous... Donc, il n'y a pas d'idéologie. Donc, quand on installe des partis politiques à la tête de ces municipalités, enfin, on installe des individus, on installe des formations politiques, et je suis même convaincu que, en fait, beaucoup d'entre eux n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Donc, ils sont installés, maintenant ils vont se dire, merde, bon, maintenant qu'est-ce qu'on fait, par où on commence, etc. Bon, encore une fois, c'est des cobayes, c'est un pas important sur le chemin de la décentralisation pour la vitalité démocratique, mais ne demandons pas trop, jusqu'à demander s'ils ont des idées ou pas. Ils n'en ont pas. C'est maintenant qu'ils vont petit à petit construire un projet qu'ils essaieront de mettre au bénéfice de
des différentes communautés. Oui, mais il y a quand même un risque parce que vous déposez quelqu'un à la tête d'une commune, vous ne savez pas quelle allure la personne va donner à la commune. Ailleurs, on sait que c'est, comment ils appellent ça, c'est un socialiste. Donc, voilà l'allure que ça va prendre. C'est un écologiste. C'est un écologiste, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est l'allure que ça va prendre. Là, on met des gens dont on ne sait pas ce qu'ils viennent faire. Oui, c'est pour cela que nos démocraties progressent difficilement. Je pense que... Et puis, en passant, UNIR est de quelle obédience? Je ne sais pas, moi. Non, UNIR, c'est un parti libéral. Oui, et ça se sent dans la gestion? Question pour un champion. Non, je pense que... mais UNIR... Quand on voit un peu les partis politiques au Togo, les partis les plus structurés, le parti le plus structuré au Togo, c'est UNIR. Oui, structuré, mais là nous parlons d'idéologie. Et qu'on sent cette idéologie dans l'action. Oui, c'est là où se pose le problème. Si par exemple cette idéologie se ressentait un peu dans l'action, je pense qu'il y aurait moins de contestation dans le pays. L'important c'est quoi? C'est que nous avons mal engagé notre processus démocratique. Donc, on est allé trop vite, on a manqué d'éducation. Quand on s'est positionné sur la scène, on s'est dit juste, je n'aime pas de nous journalistes, mais je parle des opposés, des politiciens. On s'est dit donc, ceux-là qui sont au pouvoir, ils ont trop duré, donc il faut les faire partir. Donc, on n'a pas réussi à construire une démocratie véritable, une opposition sérieuse sur la base d'un certain nombre d'idéologies. Chacun vient et a demandé de partir. Et c'est la même situation qui s'est répétée en 2017 où les opposants se sont dit non, il y a quelqu'un qui s'appelle le président du PNP qui est venu et il a fait son show. Après, le chef de file de l'opposition de l'époque a dit non, nous allons juste négocier des conditions du départ de Faure Gnassingbé, mais il doit quitter le pouvoir. Vous imaginez, donc il n'y a pas d'idéologie. Et dans le même cercle, il y a quelqu'un qui dit donc nous allons faire les réformes selon l'esprit de l'APJ. Donc il y a tout un cafouillage. C'est ce qui conforte UNIR. Donc on a même appris de par le passé que en 2012, on a eu à interroger un certain nombre d'opposants, c'est-à-dire la communauté internationale qui sont allés à Bruxelles. On les a interrogés par exemple, qu'est-ce que vous proposez comme alternative crédit face au pouvoir en place? Les gens n'arrivaient pas à s'en sortir. C'est-à-dire, même en 2017, quand on les avait reçus à Paris, mais qu'est-ce que vous proposez? Si on vous remettait le pouvoir, qu'est-ce que vous proposez? Donc, il n'arrive pas à répondre. Le problème au Togo, en fait, des fois, on se dit, ce n'est pas parce que UNIR est tellement forte ou le parti au pouvoir ou le pouvoir est tellement fort, mais c'est parce qu'en face, il n'y a pas véritablement une alternative crédible, des gens capables de lui succéder de façon convenable. C'est ça le problème de la démocratie togolaise. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, à la tête de nos communes, même les communes que, par exemple, l'ANC prend, on n'aura pas une méthode ANC? Non, je sais pas. On verra bien. Ils vont essayer, en tout cas, je l'espère, de faire les choses pour qu'on va comparer à la gestion des autres communes d'UNIR, on dit qu'ils font les choses autrement. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce que ça va être bien efficace, tout ça? On verra bien. Mais ce que je dis, c'est que il faut pas s'attendre à des grands emballements idéologiques parce qu'il y en a pas. Il y a même pas de projet. Ce que je dis, ils n'ont pas de projet. Et quand je dis ce n'est pas simplement des personnalités de l'opposition, même des élus d'UNIR, ils n'ont pas de projet. Les gens veulent simplement être élus. Ils se sont présentés pour être élus. Maintenant, ils ont le poste. Et bon, maintenant, les gens, les uns les autres vont improviser. Parce que, encore une fois, si vous les prenez un à un, quel que soit leur bord politique, vous les invitez ici, en dehors des séquences de campagne électorale, parce que là, ils bûchent bien leur topo, ils viennent déverser ça. Mais en dehors de ça, si vous les prenez, à chaque fois qu'il y a une actualité économique, à chaque fois qu'il y a une actualité sociale, vous les interrogez sur le projet, il y en a très peu qui s'en sortiront. Il y a quelques-uns qui sont assez bien structurés, assez bien... Mais la grande majorité, c'est des politiciens pur jus. Tout ce dont ils savent parler, ce n'est que sur des questions purement politiques. Il y en a très peu qui vous parleront de l'agriculture. Posez leurs questions sur l'agriculture. Ils n'ont aucun chiffre sur l'agriculture. Sur le MIFA, par exemple. L'éducation, ils n'en ont pas. La santé,
aucune idée. Tous les secteurs d'activité, il y en a très peu qui vous parleront de ça. Même les plus grandes personnalités qui sont au devant de la scène publique, invitez-les pendant 30 minutes, 45 minutes, uniquement sur des sujets économiques. Il y en a très peu qui... Vous allez vous endormir sur le plateau. Oui, et moi, c'est ce qui me manque. C'est pour cela que j'ai été très heureux, au-delà d'autres considérations, du fait que, enfin, toutes ces questions de l'APG, du solde de l'APG, de réforme constitutionnelle et institutionnelle, tout ça dont on nous a bassiné pendant des années, maintenant c'est fini. De quoi ils vont parler? Donc je nous invite, nous, hommes des médias, à ce que désormais on oblige toutes ces personnalités politiques, qui soient au pouvoir ou qui veulent demain diriger le pays, qu'on les oblige à nous parler de leurs projets. Qu'est-ce qu'ils proposent aux paysans, qu'est-ce qu'ils proposent aux agriculteurs, qu'est-ce qu'ils proposent aux hommes des médias, qu'est-ce qu'ils proposent au personnel de la santé, qu'est-ce qu'ils proposent aux femmes de marché. Parce que les questions de réforme constitutionnelle, tout ça, c'est derrière nous. Parlons du concret, parlons des préoccupations quotidiennes des Togolais. Et le nombre d'emplois qu'il veut créer, par exemple. Mais n'oubliez pas aussi que UNIR, par exemple, dans le Golfe 4, c'est l'UNIR qui occupe la place de l'opposition. Hein, parce que l'opposition communale, c'est UNIR. L'opposition communale, c'est UNIR. UNIR est opposition aussi dans certaines communes. Hein, donc, on va voir comment UNIR va gérer son nouveau statut d'opposition dans cette commune. UNIR ne sait pas être opposant. Mais vous savez, c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas aussi, c'est ça en fait. Parce que si l'opposition, par exemple, tenait le pouvoir, chiffre par chiffre, secteur par secteur, en disant, par exemple, dans le domaine de l'agriculture, sur 2 ans, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas pu créer tel nombre d'emplois dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la santé, avec des chiffres bien précis. Je pense que si on faisait ça à UNI, ça allait beaucoup plus motiver le pouvoir à améliorer certaines de ses prestations. C'est parce que le pouvoir, chaque fois, on l'attaque sur les questions politiques et il est beaucoup plus préoccupé par des questions politiques. L'opposition, en réalité, les gens doivent savoir que l'opposition, en réalité, au-delà de tout, aide le pouvoir, celui qui est au pouvoir, à mieux faire. C'est ce que nous ne savons pas. On veut juste détruire ce qu'il est en train de faire, alors que pour le moment, on ne sait même pas si on viendra un jour au pouvoir. Mais le problème, c'est Gbagbo qui disait en face, il n'y a rien. C'est du maïs. Et puis, dernière question, Jean-Paul, est-ce que ils vont avoir la main libre pour travailler? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas des conseils un peu caporalisés? Non, il y a les tests qui encadrent le fonctionnement. Oui, justement, on a l'impression que le pouvoir est très restreint pour les nouveaux maires et tout. Bon, honnêtement, j'ai pas lu tous les tests sur la question, mais les municipalités, les collectivités ont leur pouvoir autonome. Moi, c'est surtout la question des ressources. Est-ce que les municipalités auront la capacité de générer suffisamment de ressources pour mettre en œuvre leur éventuel projet au bénéfice de la communauté? C'est ça mon inquiétude, parce que demain, dans 6 ans, si les gens voient que dans leur quotidien, pas grand-chose n'a changé, ça va être très compliqué, surtout pour les municipalités dirigées par l'opposition. Parce qu'encore une fois, ils ont une occasion unique de démontrer qu'ils peuvent faire mieux. Mais s'ils font pire, ça va être compliqué. Merci Jean-Paul Agbo à Relété. Merci Firmin Teko Agbo. Rodrigue Aego n'a pas pu arriver. Ce n'est que partie remise. Merci à vous tous. À demain.